Salut les poolers et bienvenue à l'épisode 27 de la saison 1 de 100% Pool, le podcast propulsé partout sur le hockey qui va vous aider à gagner votre pool cette année. Je suis votre animateur Oli, le camarade Fizet, et je suis toujours accompagné de mon co-animateur, le buzzer beater des sleepers, le boss des brackets, le maître du madness, Guillaume Combi Corbeau. Corbeau, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Écoute, je suis un peu triste aujourd'hui. Bon, non seulement tu as fait allusion à Kobe. D'ailleurs, je suis le pire joueur de basket sur Terre. Fait que j'ai vraiment aucun mérite, malgré ma grande taille, j'ai aucun skills de basketball. Non, je suis un peu triste parce que c'est notre dernier épisode officiel de la saison. On risque de faire d'autres épisodes au courant de l'été pour le marché des joueurs autonomes, pour le draft. D'ailleurs, on va faire un épisode spécial sur les repêchages pour vos pools, exactement. Donc, un classement plus relié par rapport aux points dans vos pools que par rapport à un mock draft traditionnel avec Pascal de Tout sur le hockey. On va vous faire ça là, dans les prochaines semaines, le plus proche, juste après le repêchage, en fait, donc au courant de l'été. Mais c'est notre dernière officielle de l'année parce que, bon, les pools head-to-head sont pas mal tous en éliminatoire et on est pas mal avancé. Et dans les autres pools, ben, normalement, rendu à ce temps-ci de l'année, il n'y a plus grand joueur ben intéressant disponible. Généralement, tu n'as plus vraiment le droit de faire des échanges. Donc peut-être un petit répit pour nous, pour le printemps qui n'arrive jamais, hein, soyons honnêtes. Jamais, mais non. Ne se pointe pas le petit bout du nez. La marmotte nous a menti. Écoute, fait que c'est je suis un peu triste, une grosse saison. On a fait aujourd'hui, Ali, je t'annonce ça avec un peu un clin d'œil, mais incluant les épisodes de début d'année là, des équipes, c'est notre 67e épisode. On a quand même, c'est beaucoup de contenu. On travaille déjà sur la saison prochaine. On est déjà à une vingtaine de contenus de pré-saison. Donc, ça risque d'être un gros été, un gros automne pour toi et moi, mais je voulais juste dire merci aux gens qui nous suivent. Vous êtes de plus en plus de semaine en semaine et on est vraiment, vraiment contents. On ne s'attendait pas à ça du tout. Nous autres, on est deux gars qui, clairement, avaient juste envie d'arrêter de jaser avec une bière dans nos salons, puis on va se mettre des micros. Et ça donne ça. Donc, on voudrait vraiment vous remercier d'être au rendez-vous, de commenter aussi sur les différentes plateformes sociales, de nous écrire. On a vraiment beaucoup de DM. Je manque de temps parfois pour répondre à tout ça. C'est des questions, des super bonnes questions, des fois assez complexes aussi. Vous avez des formats de pool vraiment particuliers. Là. Éventuellement, il va peut-être falloir faire un épisode spécial sur qui a le pool le plus weird. Mais genre, non, il y en a des vertes et des pas mûres. Mais bref, merci à tout le monde d'être là. Merci Ali à toi d'être là toutes les semaines. C'est du temps. Puis c'est vraiment, vraiment apprécié. On a super hâte de rentrer dans la saison prochaine. Avec un petit peu plus d'expérience quand même. Hein? On est un petit peu plus rapide. Un petit peu plus rapide. Un petit peu plus rapide, un petit peu plus organisé, structuré. On a sauté là-dedans, les deux pieds joints. Merci à toi aussi de m'avoir invité dans l'aventure. C'était vraiment un gros trip d'une vie. Je pense que pour les auditeurs qui ne le savent pas, mais ça a toujours été un rêve de pouvoir faire de la radio lorsque j'étais jeune. Je voyais ce rêve-là se perdre un petit peu parce que j'étais un bègue. Je bégayais quand j'étais jeune. Puis là, c'est de pouvoir faire ça dans ma vie, de réaliser un rêve comme ça, pour vrai, c'est grâce à toi, Guillaume. Fait que merci beaucoup. Puis merci pour vrai à tous les poolers, comme tu l'as dit, à tous ceux qui nous ont suivis sur les médias sociaux. Je profite d'en plugger parce que c'est ma job, mais Instagram, YouTube, TikTok, Facebook. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, qui nous ont écrit, comme tu as dit. Ça nous fait vraiment, vraiment chaud au cœur. Ça nous motive pour l'année prochaine. On a déjà plein de choses de prévues. On va déjà enregistrer même pendant les séries éliminatoires des contenus, l'été, tout ça. Donc, merci à tous et bienvenue à ce dernier épisode de la saison. Aujourd'hui, on se demandait encore une fois qu'est-ce qu'on pouvait faire comme contenu qui soit encore pertinent pour vos pools cette année. Tu l'as dit, il n'y a plus tant de joueurs à ajouter, il n'y a plus vraiment de ballottage. On s'est dit qu'on allait faire un alignement de nos joueurs préférés cette saison qu'on a repêché. Des joueurs qui, peut-être parce qu'ils nous ont fait gagner notre pool cette année, peut-être parce qu'on était vraiment content de les avoir sélectionnés un petit peu plus tard puis que finalement, ils ont pan out. Donc, on s'est dit on allait faire un alignement complet, un alignement ailier gauche, centre, ailier droit, 2 défenseurs et un gardien de but chaque.
peut-être pour la première fois de l'année ou la deuxième, on n'a pas partagé notre liste ensemble. Donc, tu vas commencer avec ton premier ailier gauche. Je ne sais pas qui tu as dans ton alignement. Si jamais tu choisis le même joueur que moi, je devrais en trouver un autre. J'ai pas beaucoup de backup dans ma préparation. On va avoir 2 mentions honorables aussi à la fin qu'on va mentionner. Et ça va faire le tour pour cet épisode spécial. Donc, Guillaume, à tout seigneur, tout honneur, je te laisse le premier choix. Vas-y avec ton ailier gauche de ton alignement partant. Pour mon premier joueur de cet épisode, Fantasme, parce que c'est une équipe parfaite, en fait, qu'on a montée. C'est pas parfait. En fait, moi, j'y vais avec des joueurs, pas des super vedettes. Là. Donc, on n'aura pas de Kucherov dans cette liste-là. C'est plus des joueurs que je suis fier d'avoir sélectionnés ou que je me dis que c'est grâce à ce gars-là que je gagne, que je perds un pool. Mon premier est un ailier droit, ailier gauche. Il a joué des deux côtés au courant de la saison, mais c'est un gaucher. Donc, je vais le mettre dans cette section-là et je sais que tu sais où ce que je m'en vais. Les Ducks d'Anaheim, je vais y aller avec Cutter Gauthier. Écoute, Cutter Gauthier, on l'a calé en début de saison. Je t'explique pourquoi c'est mon choix, parce que c'est un joueur parfait. C'est un gars que plus que tu lui donnes du temps de glace, plus qu'il tire au filet, puis plus qu'il fait des points. On l'avait dit en début d'année, c'est notre premier balado, celui des Ducks. C'est le premier joueur qu'on a dit, on va mettre notre tête sur le bio, puis ce gars-là, il va performer cette année. Et il l'a fait. Il y a un petit ralentissement dans les dernières semaines. Il a fait 62 points en 69 matchs, mais quand même, un rythme là, de plus de 70 points. Il a commencé la saison avec 24 points en 21 matchs. Il a ralenti quand les Ducks ont ralenti, là, donc il a fait 14 en 20 dans le deuxième quart de saison. Il est revenu avec un point par match dans la troisième quart de la saison. Et là, actuellement, il est 5 en 8. Donc, ça va moins bien pour Cutter Gauthier actuellement. Mais regarde, pour moi, c'est un gars qui, à 22 ans, est le prototype d'un joueur de hockey parfait. Il tire, il est physique, il est gros, il a de la hargne, il fonce vers le filet. Il a déjà 36 buts, là, c'est impressionnant. Donc, Cutter Gauthier, c'est mon premier joueur, mon ailier gauche. Il joue à droite en ce moment. Là, je sais que des fois, ça varie. Mais regarde, il est dans la discussion, là, dans le repêchage de 2022 comme étant peut-être potentiellement le premier joueur sélectionné s'il y avait un redraft aujourd'hui, un repêchage. Gauthier, Slavkovski, Hudson, Cooley sont tous dans cette discussion-là, mais je pense qu'entre Slav et Gauthier, c'est deux gars quand tu es rendu à te faire comparer à Lane Hudson, je pense que c'est un bon comparatif. Il fait partie, il est une des raisons pourquoi les Ducks sont en série actuellement. Ça, puis le fait que la Pacifique est vraiment faible, mais les Ducks en profitent. Donc voilà, Cutter Gauthier, pour moi, c'est mon premier ailier gauche. Je sais que c'est celui que tu avais. Hein? C'est certain que c'est lui que tu avais. C'est sûr que tu es en amour avec Cutter Gauthier, mais je te l'ai volé. Voilà, je me suis permis de faire ça. C'est tout. Non, c'est correct. C'est le brother from another mother. Parce que oui, je m'appelle Olivier Fizet, mais c'est aussi Olivier Gauthier Fizet, mon nom complet. Donc, c'est un petit peu pour ça, en plus, que Cutter Gauthier est un de mes joueurs préférés. Il est dans mon pool de catégorie. Il est dans mon pool salarial en plus. Donc, c'est un joueur qui m'a été très, très, très utile cette saison. D'accord, je vais y aller avec un autre ailier gauche dans ce cas-là. Du côté des Red Wings de Détroit. The Detroit Red Wings will be playing the Park County Pee-wee Hockey Team. Je suis allé avec Alex DeBrincat, qui, tu sais, Alex DeBrincat, on sait que c'est un bon joueur. On sait que c'est un gars qui par le passé, a déjà presque fait 80 points, mais il l'a jamais fait, le 80 points. Il a toujours été à 76, 78 dans les 2 dernières saisons. Il était à 70, 67. Moi, je m'attendais toujours à un petit peu mieux de lui. Et cette saison, sur un rythme de 86 points, 35 buts, 38 passes, le petit ailier de 5 et 8. Je l'ai toujours dans mon pool. C'est surtout mon pool de catégorie parce que c'est un joueur qui tire tellement beaucoup. C'est ce qui fait qu'il est dans la Ligue nationale de hockey. C'est parce qu'il a un des meilleurs tirs de la Ligue de la Ligue nationale. Par le passé, avait souvent été à 3 tirs par match. Dans les 2 dernières années, il était tombé juste en dessous de la barre du 3 tirs. Cette saison, 3,5 tirs par match. Il est ultra dominant. Il joue bien en supériorité numérique. Donc, il m'a beaucoup aidé dans plusieurs catégories, justement, pour mes poules de catégories. Donc, Alex DeBrincat, pour moi, qui est mon ailier gauche à sélectionner par sa constance, mais surtout par le step qu'il a pris cette saison. Je vais te surprendre avec DeBrincat, mais pour la petite histoire, avec certains amis un peu parieurs, en début de saison, on fait toujours un pari sur des paris mis au jeu. Là. Je vous encourage pas à le faire, mais pour mettre des petites pièces une fois de temps en temps, ça peut être trillant. Et en début de saison, on attend toujours le premier but d'un joueur.
c'est quand même assez facile de le deviner. Et DeBrincat, ça lui a pris 8 matchs avant de marquer son premier but. C'était sur son 30e lancé. Là. Pour un joueur qui, techniquement, compte, il devait avoir 10 buts après 8 matchs au nombre de lancers qu'il y avait, ou presque, mettons, 7 buts. Là. Il n'y en avait aucun. Puis à chaque match, on mettait un 2 $ sur DeBrincat. Et évidemment, ça a fini par être payant parce qu'il a fini par marquer. Mais ça veut dire qu'il n'a quand même pas marqué à ses 8 premiers matchs. Ça veut dire qu'il a 35 buts à ses 62 dernières rencontres. C'est un rythme qui frôle le 50 buts par année. C'est quand même impressionnant. Là. Donc, il y avait beaucoup de passes là, pendant ces matchs-là. Mais pour la petite histoire de Brinkat, je suis d'accord avec toi. C'est un peu un gars qui passe sous le radar aussi. Là. Pas parce qu'il est petit, mais parce que parce parce qu'il est dans une équipe qui est un peu beige, là, les Red Wings. Puis parce qu'il a toujours joué dans des équipes qui avaient beaucoup de talent à l'époque des Blackhawks. Donc, très d'accord avec toi. C'est un bon pic. Merci. Et maintenant, pour toi, pour ton centre. Je vais pas te surprendre. On en a parlé toute l'année. Des Rangers de New York. The New York Rangers? J'ai été avec mon bon chum Mika Zibanejad. Non, mais je vais m'expliquer. Écoute, Zibanejad, malgré la pitoyable saison des Rangers, connaît vraiment une saison. Il a rebondi par rapport à l'année dernière. Il a un rythme actuellement de 80 points. Il est 67 en 69. Son ailier de tous les jours a été échangé en Panarin et on l'a mis avec Alexis Lafrenière et Gabe Perreault excessivement bien. Il a 14 points à ses 10 derniers matchs. Il n'est pas jeune, là, il va avoir 33 ans dans moins dans 3 semaines, en fait, le 18 avril. Il reste que c'est un centre encore numéro 1. Il prouve qu'il est encore capable de produire. Bon, les Rangers n'ont plus rien à perdre, il faut me dire, c'est vrai. Mais il le fait avec constance. Puis quand je regarde sa saison, le quart de saison par quart de saison, son premier quart de saison, il était 14 en 22, donc il est vraiment mal parti. Puis ensuite, c'est 21 en 20, 21 en 18, puis là, il est 11 en 9. Fait qu'il est de retour, Nicolas Zibanejad. Je l'ai calé cette année aussi en disant que c'était un joueur qui allait rebondir. Il a rebondi. Je n'ai pas été en mesure de le sélectionner dans mon pool cette année, mais j'ai dit à Hugues Marcel, qui était venu faire un épisode avec nous, d'aller l'acquérir lors d'une transaction, et il n'a pas été déçu. Fait que c'est vraiment ça pour moi, c'est Mika Zibanejad, mon centre. À un moment donné, je vais finir par débuzzer sur Zibanejad, mais je trouve que c'est un gars qui est toujours. Puis en plus, il avait une mauvaise saison, fait que son rang de sélection, là, son rang de sélection moyen, là, donc son ADP était vraiment bas en début de saison. C'est un premier centre dans une équipe qui, quand même, offensivement, était quand même bien nantie. C'était quand même possible qu'il fasse 55 points de Mika Zibanejad. L'année prochaine, je ne sais pas si ce trio-là, Lafrenière, Perreault et Zibanejad va être encore aussi productif. Chose certaine, Zibanejad, à moins d'être échangé, il va être encore le premier centre de cette équipe-là. Effectivement. Non, puis tu fais bien. Écoute, il te redonne cette belle confiance, du moins cette saison. Parce que tu y as cru, parce que tu es resté avec lui aussi toute la saison. Je pense que c'est ça qui a fait que tu es quand même content maintenant, en cette fin mars, à dire je suis resté avec lui, puis c'est lui peut-être qui m'a fait gagner mon pool cette année. Absolument. Très, très heureux de ses performances. De mon côté, je vais aller avec un joueur qui a pas révolutionné rien cette saison dans son jeu. C'est pas un gars qui a pris un step, qui a été tellement meilleur ou quoi que ce soit. C'est un grand, grand, grand et gros bonhomme d'une équipe dont on n'attendait absolument rien, puis qui est une des meilleures équipes de la Ligue cette saison. Tage Thompson du côté des Sabres de Buffalo. Tage, pour la petite histoire aussi de mon côté, de mon pool de hockey, de catégorie, on doit garder 4 joueurs par saison. J'avais des gars comme Rantanen, fallait que je garde Vasilevski, mes défenseurs comme Werenski puis Hughes, parce qu'on sait qu'on gagne des pools avec des défenseurs, on vous l'a dit toute la saison. Ça faisait en sorte que je pouvais pas garder Tage. Puis à chaque redraft, c'est toujours un joueur que je vise, surtout dans mon pool de catégorie. Même dans un pool salarial, à son salaire, c'est quand même un bon joueur, une bonne valeur à 7,1 millions, je pense, environ. Il est à 72 points en 71 matchs. Il est revenu, peut-être pas aux 94 qu'il avait fait il y a quelques saisons, mais il est revenu à un pace d'à peu près 1 point par match et plus même, je pense qu'il peut continuer. Non seulement ça, c'est un gars qui va te faire gagner parce qu'il tire, il frappe, il est tellement constant pour ça.
Puis à chaque année, il me donne en plus beaucoup de power play. C'est un gars que j'adore vraiment beaucoup. Il est régulier, même dans son pourcentage de tir à 15%, 18, 11 et 15 dans les dernières années. Il va toujours te donner un safe floor pour plein de catégories. Fait que pour moi, Tage Thompson, pour vrai, ça a été un joueur sur qui je pouvais compter à peu près toute l'année. Je vais, sans dire que je vais pas voler mon punch pour mon allié droit parce que j'ai failli prendre son coéquipier, mais je vais pas aller là. C'est peut-être une de mes mentions honorables que je fair tease enough. un tout petit peu. Mais voilà. Donc, mon centre, Tage Thompson des Sables de Buffalo. Pour la petite histoire, Thompson, il a joué. Bon, on est dans plein de Je sais pas aujourd'hui. pourquoi, là, je trouve les fun facts sur chaque joueur. Non, mais je trouve ça particulier parce que bon, t'en parles, puis je vais voir un petit peu plus loin dans ses stats. Puis il a joué sur 4 trios dans la saison, ce qui a passé plus de 100 minutes, en fait. Donc, il y a 4 trios sur lesquels que Thompson a formé, sur lesquels ils ont joué plus de 100 minutes ensemble. Et c'est quand même particulier. C'est rare que des joueurs de premier trio dans des équipes performantes ont une aussi grande variation de coéquipiers. Le trio le plus fréquent pour Thompson, ça a été avec Peyton Krebs et Josh Doan. Déjà là, tu es comme, OK, Peyton Krebs, c'est un premier trio, c'est particulier. Ouais, il l'est encore Ensuite, il a d'ailleurs. joué avec Peyton Krebs puis Alex Tuck. Puis là, encore Peyton Krebs. Puis Ouais. non, il a passé 30% de son temps avec Peyton Krebs. Voyons donc. Il a joué avec Alex Tuck et Zach Benson, que tu te dis, bon, ça avait peut-être du sens. Et il a joué avec Tuck et Dawn, qui est probablement, moi, ça, le plus premier trio. Et il a quand même passé beaucoup de temps, là, quasiment 90 minutes, avec Iri Kulich et Zach Benson. Je comprends qu'il y a Tuck qui revient, Krebs qui revient, Dawn qui revient, puis qu'on les manipule, mais j'ai pas vu ça souvent, un premier trio qui a autant de variations. C'est vrai. C'est pas fréquent et il réussit à produire. Puis sur chacun de ces trios-là, ils ont une fiche positive de but pour but contre. Donc, peu importe sur quel trio il se retrouve, il domine l'adversaire au point de vue des buts. C'est digne de mention pour le grand Tage. Ouais, puis tu sais, c'est pas une superstar. C'est un gars qui, oui, est allé aux Olympiques, mais quand même, tu sais, c'est vraiment à noter. By the way, Peyton Krebs, fin de saison, 15 points en 22 matchs dans le troisième quart. Il est 4 en 9 dans le quatrième quart en ce moment. Vraiment surpris de voir cet ancien, ce joueur de quoi, de 17e choix au total quand même. Tout juste après qu'on a- Caulfield puis Cam York, je sais plus c'est qui le 16e. Là, c'est Ouais. New Hook? C'est New Hook qui était 16e. Je pense que c'est crois que oui. Caulfield, New Hook. Il manque le 17e là-dedans. Là, bref, ma mémoire me fait défaut, mais oui. 7e Peyton Krebs, mais ouais, c'est ça. C'est quand même un gros repêchage. Peut-être que Hughes va aller le chercher pour Montréal. Est-ce que c'est lui, finalement, le Matthew Nice dont tout le monde discute pour les rumeurs? Je pense pas, quand même pas, là. Mais bref, Tage Thompson, bref, pour mon centre de mon alignement. Je te laisse aller avec ton allié droit. Tu vas voir que j'ai une tangente de joueurs, de joueurs vétérans. Là, ça commence à partir de maintenant. Moi, j'ai été avec une vive déception l'année dernière, qui a eu une recrudescence en termes de performance, mais qui passe vraiment sous le radar. C'est Zach Hyman des Oilers d'Edmonton. Which means you hate the Edmonton Oilers. Il a manqué le début de saison. Il a manqué là, une quinzaine de parties en début de saison à cause d'une blessure. Le gars, il a quasiment 34 ans. Il a 29 buts en 52 matchs. Ça, c'est un rythme de 45 buts sur une saison complète. Ouais. Je comprends il est à 10 buts de son 54 là, qu'il a fait il y a 2 ans, mais 45 buts, c'est du but en baptême. Il est sur un rythme de 73 points. Je veux dire, il livre la marchandise cette année, Zach Hyman. À Edmonton, on parle beaucoup du monstre à 2-7, mais David Draisaitl est blessé. Ils n'ont plus d'attaque. Écoute, Zach Hyman continue à produire un rythme là, qui est plus que décent. En fait, il a le point par match dans les 2 quarts de la saison, là, sur le milieu de la saison. Bon, le dernier quart, ça va un peu moins bien, mais on sait très bien que ce n'est qu'une question de temps avant que ces statistiques reviennent. C'est un gars qui joue encore beaucoup. Là. On parle de 20 minutes par match pour Zach Hyman cette saison. En fait, c'est un sommet personnel en carrière. Là, il n'a jamais joué plus que ça depuis le début de sa carrière. Il a déjà 14 points en avantage numérique. Il a joué 52 matchs. Là, fait qu'il devrait quasiment faire 20 points cette année en avantage numérique. Je sais pas, je trouve que c'est un gars à qui on manque de respect peut-être un peu. Il a eu une mauvaise saison, puis il est fini, il ne sera jamais capable de refaire ça. Écoute, il a produit avec les Leafs, il a produit avec les Oilers. Il continue de le produire cette année, il a quasiment 34 ans. Je ne sais pas à quel moment est-ce qu'il va frapper son mur.
Mais je pense que tant que tu joues avec McDavid, c'en est un des seuls qui est capable de suivre, de suivre McDavid puis Draisaitl. Puis la liste commence à être longue. Victor Arvidsson, qui a une excellente saison avec les Bruins, n'a pas été capable de suivre. Pas de Cousin a de la difficulté à suivre. Jeff Skinner n'a pas suivi. Andrew Mangiapane, on a dû payer un choix de première ronde pour l'échanger, pour qu'il aille ailleurs. On a parlé de Matthew Savoy la semaine dernière. Ça n'a pas été simple. Isaac Howard n'est pas capable. À un moment donné, la liste est vraiment interminable. Fait que Trent Frederick n'est pas capable non plus, mais bon, ça, c'est autre chose. Fait que. Ryan Nugent-Hopkins, quand même, il faut lui donner aussi qu'il est capable de suivre quand même un petit peu. Oui, mais c'est un premier choix au total. Exact. C'est un gars de talent. C'est un joueur qui est supposé de générer de l'attaque. Fait que ouais, Zach Hyman, moi, un gars qui fait en haut de 70 points à 5,5 millions par saison. Je lui lève mon chapeau pour cette résilience-là d'être revenu cette saison, de rouler un rythme de 45 buts. Il va quasiment faire 35 buts en 65-70 matchs, même pas, 60 matchs. Bravo, mon Zach. Il a quel âge, Zach Hyman, d'ailleurs? Il a 33,7 ans. Fait que sa fête, c'est le 9 juin. Donc, il va avoir 34 ans. J'allais dire qu'il va se rendre en finale de la Coupe Stanley. Je pense pas que ça va arriver cette année. That's a stretch. Mais, OK, parfait. Je te pose la question parce que mon T'avais-tu Zach Hyman, toi aussi? Non, parce que mon ailier droit est un ailier droit de 33 ans, 8. 33,8 ans. Un joueur qui est vraiment similaire à Zach Hyman parce que c'est aussi le complément d'un premier centre, peut-être générationnel de la Ligue et un des plus grands joueurs ever de la Ligue. Je parle ici de Brian Rust du côté des Penguins de Pittsburgh. Il a quasiment 34 ans, Brian Rust. Quasiment 34 ans, Brian Rust. Il a commencé en 2014-2015 à ses premiers matchs avec les Penguins de Pittsburgh. C'est un one-man team. Il est resté à Pittsburgh et il est resté là toute sa carrière. Il a passé quand même une. C'est deux late bloomers en plus. Hein? Ross a commencé, ça veut dire qu'il avait 22-23 ans, Hyman quasiment 24. C'est deux late bloomers qui se ramassent à jouer des joueurs générationnels puis qui restent. Hyman a changé d'équipe, mais quand même. Ton Brian Ross, mais oui. Qui a passé par la NCAA, qui après ça est allé dans la AHL, a quand même fait une saison. Et là, arrive et a connu quelques années de 40 points. Et là, après ça, a été jumelé avec Sidney Crosby, avec Malkin aussi beaucoup. Et à chaque année, moi, ça fait au moins 4-5 ans là, dans mes poules salariales, dans mes poules de catégorie que je vais chercher Brian Rust. C'est un joueur qui, oui, est un peu un Band-Aid boy, comme on aime les appeler sur le podcast. Mais c'est un joueur qui, je sais, ce qu'il va me donner exactement. C'est pas le joueur parfait en termes de blessure, justement, parce que je sais que je dois toujours avoir quelqu'un du même salaire que lui pour pouvoir le remplacer. Mais lorsqu'il joue, c'est un joueur qui va faire au minimum 75-74 points par saison en termes de pace. Pour moi, c'est un de mes joueurs préférés. Je l'ai encore dans mes deux poules cette saison, catégorie et salariale. Donc, pour vrai, Brian Rust, c'est mon général, c'est mon joueur que je vais toujours chercher. C'est mon général parce que c'est lui qui, je ne déroge jamais d'aller le chercher dans des redrafts parce que, justement, je sais ce qu'il va me donner. Il n'y a pas d'anomalie statistique quand tu le regardes, quand tu l'analyses. Son pourcentage de tir, ses passes secondaires, son PDO, toute sa chance, et tout fait qu'il est vraiment constant. Puis malgré le fait qu'il joue avec justement des joueurs générationnels comme Malkin et Crosby, va te donner vraiment beaucoup de points en supériorité numérique aussi. Je parlais de DeBrincat puis même Thompson, mais quand même Brian Rust a 23 points en supériorité numérique. C'est vraiment bon. Ouais, c'est vraiment bon, même pour un gars qui manque des games. En ce moment, il est à 11 points à ses 7 derniers matchs. Tu sais, pour vrai, c'est un de mes préférés. De loin, hands down. Merci, bonsoir. Brian Rust du côté des Penguins de Pittsburgh. On va passer aux défenseurs maintenant et je vais commencer cette fois-ci pour les deux défenseurs. J'ai sûr que tu me voles mon défenseur, c'est sûr. Non, je pense pas. J'ai quand même été, parce qu'on vous l'a dit, on essaie de pas aller avec des défenseurs ou des attaquants qui sont évidemment des superstars de la Ligue. Mon premier, par contre, j'ai quand même choisi un joueur qui, écoute, est quand même dans les très
haut marqueur du côté des défenseurs. On s'est pas partagé nos listes avant de commencer, mais on s'est dit qui on ne pouvait pas choisir. Donc, je n'ai pas choisi, mettons, Zach Werenski, mais je suis allé avec Darren Radish, par exemple, du côté du Lightning de Tampa Bay. Tampa Bay's got a terrible team. Tu l'avais-tu choisi? Non, c'est pas lui. J'ai Ok. passé proche, mais j'étais comme C'est assez proche. je l'ai pas. Je peux pas prédire ça. Fait que j'ai pas été là. C'était le pire, c'est que Darren Radish, je suis allé le chercher sur le waiver wire cette saison lorsqu'il était disponible parce qu'il avait commencé la saison healthy scratch. Tu sais, il avait été mis de côté par par John Cooper. Puis franchement, dès qu'il est arrivé et qu'il a commencé à faire un ou deux matchs en remplacement de Victor Hedman, puis qu'il a décollé, tout de suite, je suis allé le chercher. C'est un des joueurs qui m'a fait gagner mon pool cette année. Que ce soit du côté de catégorie, je vous disais que je bégayais, que ce soit du côté de catégorie ou d'un pool salarial, franchement, c'est peut-être le MVP, surtout pour un pool salarial. Écoute, 175 tirs en termes pour un défenseur, 10%, ce qui est quand même élevé presque à 11, même 11% de tirs, quand même très élevé, 2,8 tirs par match, c'est énorme. 23 points lui aussi en power play. Il a 19 buts, 42 passes. Pour un gars que, tu sais, oui, l'année dernière, on avait fait 37, 33 l'autre année d'avant. On pouvait prédire qu'il pouvait être correct, mais quand il était rendu healthy scratch, tout le monde avait un peu perdu espoir. C'est vraiment lui qui a sauvé pas sauvé ma saison, mais qui a fait que, au lieu d'être peut-être premier, deuxième, j'étais vraiment premier, puis j'ai supplanté tous les autres GM cette saison. Donc, merci à toi, Darren Radish. Dommage que tu aies été éliminé la semaine passée en première ronde. Hey! C'était une autre histoire! Moi, j'ai été avec un. Ben, écoute, j'ai vraiment hésité à y aller avec ce défenseur-là parce qu'il est blessé, fait qu'il n'a pas joué. Il a manqué une vingtaine de parties. Il est encore en day-to-day actuellement, mais je ne peux pas passer sous silence la saison extraordinaire de ce joueur qui va avoir 33 ans le 20 avril. Je pense qu'il a changé la perspective de cette équipe-là cette année qui évidemment est en série, mais qui a une chance de faire la petite ronde de plus. Et je parle de Shane Gostisbehere. Quelle saison! Il était à 43 points en 45 matchs. C'est quasiment un point par match. Un peu comme Darren Radish, c'est des gars que je ne considère pas comme des superstars, mais qui offensivement, il est exceptionnel, Gostisbehere, malgré le fait qu'il a été chassé de Philadelphie pour son jeu défensif déficient. Et là, je suis allé voir un petit peu plus loin dans qui chez les Hurricanes fait des points. Bon, là, c'est Nikishin actuellement qui remplace Gostisbehere avec des résultats, je veux dire, corrects. Il joue bien Nikishin, mais c'est pas une super vedette. Mais une recrue, franchement, bravo. Là. Oui, il est bon, mais c'est une vieille recrue, là, il a 24 ans. Fait qu'on s'entend que c'est pas une jeune recrue. Mais il a tellement été dominant qu'un gars comme Jacob Slavin, qui allait chercher une trentaine de points par match, puis je comprends qu'ils ont allé chercher Keandre Miller, donc c'est un amalgame de choses, mais ça l'a permis à mettre Slavin sur aucune mise en jeu en zone offensive. Slavin a 4 points cette année. Il n'y a pas de but. Il y a 4 points en 30 matchs. C'est vraiment... Ah oui, absolument. C'est vraiment catastrophique. Je veux dire, c'est un spécialiste de la défense, mais là, c'est comme il est pire que Hall Gill. C'est vraiment... Ah oui, là, puis il joue 21 minutes. Il y a 4 points, il y a 4 passes. En fait, il n'y a même pas de but. Et c'est vraiment... je veux dire, c'est misérable, 4 passes. Il y a des limites, mais je pense qu'il va... Le marquage secondaire, le secondary scoring des Hurricanes l'a aidé cette année. L'ajout de Nicolas Ehlers semble avoir aidé Gostisbehere à être plus performant ailleurs que juste en avantage numérique. Majoritairement du temps, il faisait 50% de ses points en avantage numérique, 50% à 5 contre 5. Et là, cette année, c'est plus un 30%, 33%, 35% en avantage numérique et 65% à 5 contre 5. Donc, il a été capable de continuer à générer de l'attaque en avantage numérique, mais il est capable de générer de l'attaque aussi à 5 contre 5. Je vois mal comment les Hurricanes, ils vont finir premier de la division métropolitaine sans trop forcer. J'ai de la misère à voir comment ils peuvent ne pas faire un corridor cette année puis affronter, je vais dire le Lightning là, pour une prédiction, mais comment ils peuvent ne pas se rendre en finale de l'Est. C'est avec l'équipe qu'ils ont et avec Gostisbehere qui est létal en avantage numérique, qui offensivement, un peu à la Lane Hudson, c'est-à-dire qu'il récolte des points dans plusieurs matchs consécutifs sans que ce soit des matchs de 6 points. Pour moi, Ghost, à 3,2 millions en plus pour les poules à masse salariale. Quel joueur cette année. Je ne pensais pas qu'il y avait ça en lui, Gostisbehere, de faire 1 point par match.
Mais clairement, c'est le cas. Effectivement, non, franchement, c'est le Ghost, l'ours. L'ours, comment on l'avait appelé déjà? On me semblait qu'on y avait trouvé un petit surnom, mais j'ai quand même oublié. À chaque Oui, c'était un peu niaiseux, mais oui, on l'a fait. va falloir qu'on se fasse une liste de tous les surnoms qu'on a dit cette saison, dont Luc l'Évangile, justement, le Luc Luc Évangile. Lévangile, la miche russe là, pour Mishkov, celle-là n'était pas pire aussi. C'est vrai, effectivement. Euh, de mon côté, deuxième défenseur, je vais y aller. J'ai hésité. Je voulais pas y aller avec des joueurs ultra dominants. Je voulais mettre. Tu sais, c'est un peu ça le but de l'épisode aussi, là, mettre la lumière sur des joueurs qui ont une bonne saison, mais tu sais, qui ont pu nous faire gagner et qu'on est vraiment content d'avoir choisi. Brent Clark, des Kings de Oui. Los Angeles. Oui. Hello, Los Angeles Kings. Hey, pour vrai, on a tellement. Excusez mon langage, c'est rare qu'on est vulgaire des fois, là, mais on a chié sur Drew Doughty à peu près toute la saison. On a dit que Brent Clark était peut-être pas rendu encore. On avait des doutes comme quoi c'est lui qui était capable de le prendre. Finalement, pour vrai, Brent Clark, 13 en 21 lors du troisième quart, 6 en 9 dans ses 9 derniers matchs. C'est lui vraiment qui a pris l'attaque du côté défensivement du côté des Kings de Los Angeles. 13 points en power play. Non seulement ça, un truc qui, moi, m'a beaucoup aidé. Puis pourquoi je suis allé le chercher? Parce que c'est pas une performance incroyable en termes de points, mais c'est un gars qui tire 2 fois par match, ce qui est excellent pour un défenseur de tirer 2 fois par match. Tire à 5,7 en termes de pourcentage, ce qui est très raisonnable, mais bloque 2,04 tirs par match, donc bloque 2 tirs en plus. Un joueur qui est capable de faire ça, puis tu sais, évidemment, je vous parle beaucoup de catégories aujourd'hui, mais pour un joueur qui est capable d'aller chercher tout ça avec un petit salaire en plus, pour moi, Brent Clark a été une découverte que je suis allé chercher sur le waiver wire encore une fois parce que tout le monde croyait peut-être encore en Drew Doughty. Puis lorsqu'on n'y croyait plus, on utilisait 5 attaquants du côté des Kings, mais quand on y a donné la chance, c'est là qu'il fallait le choisir. Je l'ai fait. Très content de l'avoir fait. Il n'a que 23 ans, d'ailleurs, Brent Clark, à surveiller dès l'année prochaine. On va vous en parler. On disait, on a déjà commencé à faire la préparation pour l'année prochaine. Il est sur ma liste pour l'année prochaine. Brent Clark du côté des Kings. Je vais. Pour la petite histoire, anecdote, j'ai aucune idée. Je sais pas, j'aurais dû me le brander, j'aurais dû me faire une toune. Écoute, non, je vais aller dans le même sens que toi, je vais même aller plus loin. C'est certain que l'année prochaine, il va être dans nos défenseurs à surveiller, dans nos sleepers, dans nos cartes cachées, name it. Le gars, il a 26 de passes secondaires cette année. Pour un défenseur, c'est très, très, très bas. Ça veut dire qu'il pourrait avoir un bon 4 ou 5 points de plus actuellement. 5, ça a d'impact majeur sur son ratio. Il pourrait avoir une saison de quasiment 50 points là, en termes de pacing, puis ça ne serait pas surprenant pour un défenseur de 23 ans. Droitier, de surcroît, là, c'est encore plus rare. Il va être très, 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 très haut sur mes listes l'année prochaine. Ça, c'est certain. Ceux qui ont des keepers, gardez-le. Gardez-le. Ça va être non seulement la seule option avec les Kings, mais ça va être une option de qualité. Brent Clark, là, je suis d'accord avec toi. Je l'ai vu, mais j'étais comme j'ai pas été assez loin. J'en avais un autre en tête que Mais c'est ça, mais tu sais, c'est qu'il est quand même à 38 points en 70 matchs, 45, sur un pace de 45. Je venais de regarder pour ma recherche d'un autre de ma mention honorable, un défenseur du côté de Pingouin, Parker Wotherspoon, qui est à 30 points, sur un pace de 30 points qui est à toi puis tes joueurs de 30 points. Là, non, mais je m'attendais comme pas à ça de lui. Parce que je m'attendais pas à comme un Parker Wotherspoon sur un pace de 30. Fait que, tu sais, 45 en tant que pace de Brent Clark, t'es pas sur le cul, mais pour vrai, ça jumelé à plein d'autres choses, à un power play grandissant, à des blocs, franchement, c'est un excellent choix. De ton côté, défenseur, deuxième. J'ai été avec un défenseur qui m'a franchement impressionné aux Olympiques. Je l'ai trouvé dominant quand il affrontait le Canada à 2 reprises. Un défenseur de la République tchèque, de la Tchéquie, devrais-je dire, qui joue actuellement pour les Canucks de Vancouver. Comme premier défenseur, Philippe Hronek. Ouais. Philippe Hronek, c'est sa 5e saison consécutive à un rythme de plus de 40 points. Sa 4e consécutive à un rythme de plus de 44 points. Je pense que c'est de la constance, mon ami, dans une équipe qui est moribonde, les Canucks. Il jouait derrière Quinn Hughes avant tout récemment. Il est quand même allé chercher 2 saisons de 48 et 33 points l'année dernière. Il a été un petit peu blessé.
c'est vraiment, je pense que c'est franchement impressionnant ce qu'il est en train de faire actuellement. Et ce rythme-là semble se perpétrer avec ou sans l'absence de Hughes. On a mis Yves Bouilloum en avantage numérique. René qui est quand même présent. Écoute, il joue moins de 2 minutes d'avantage numérique par match en moyenne et il a quand même 12 points. C'est pas piqué des verres avec une attaque, c'est quoi, c'est Brock Besser avec Jake DeBrusk puis Peterson. On s'entend que c'est pas la grosse attaque de McDavid et Draisaitl que Zach Hyman, laquelle il peut profiter. Je trouve que Renek, puis aux Olympiques, on l'a vu, là, moi, je l'ai trouvé assez dominant sur la patinoire. Il avait toujours la rondelle. Ça me dit qu'il n'y avait pas beaucoup de profondeur. Vrai. Mais il était là quand même, puis il faisait le travail. Puis il est très constant dans l'ensemble de ses statistiques. Là. Donc, zone offensive, là, des mises en jeu en zone offensive, pardon, est toujours aux alentours de 54-55 Passe secondaire, on est toujours aux alentours du 50 c'est vraiment un gars qui est très stable. Il a 28 ans. C'est un sure shot dans un pool de hockey. Il me fait penser à une mention honorable que j'avais, mais que finalement j'ai tassé comme un gars comme Thomas Chabot, qui a toujours un rythme de 45 points et plus. Ces gars-là sont souvent blessés, ce qui fait que leur valeur est à la baisse. Mais dans des pools où est-ce que tu peux avoir un injury reserve, là, chercher Renek, aller chercher Chabot, c'est super payant parce que quand il joue, il vous donne exactement. What you see is what you get. C'est exactement ça qu'il donne. Ce sont des défenseurs numéro 2 parfaits. René est dans la chaise du numéro 1. Qui sait, peut-être que si on gagne la loterie là, du côté des Canucks, puis que c'est Gavin McDonough qui s'en vient, peut-être qu'il pourrait aller chercher 1 ou 2 points de plus en avantage numérique. On sait que McKenna, c'est un magicien. Ou ils vont peut-être aller chercher comme on me plaît à me le rappeler, le Kotkaniemi suédois, Ivar Stenberg. Ah Je ouais. fais juste la blague parce que je ne sais pas lequel des deux je prendrai en premier. Donc, voilà. Le Fait que Renek, pour Kotkaniemi mon. suédois, hey, ça doit être le pire surnom qu'on a donné à un joueur. Le Bambi suédois, là. C'est le Bambi finlandais, Kotkaniemi, fait que c'est le Bambi suédois. Bambi suédois. Mais Sandberg, c'est un train, là, c'est loin d'être Kotkaniemi avec ses membres en trop. Bref. Mais du côté de Vancouver, oui, effectivement, juste peut-être petite note pour ceux qui voulaient nous écouter pour peut-être qu'on leur suggère des joueurs en cette fin de saison. Marco Rossi. Marco Rossi était de loin sur ma liste d'ajouts en cette fin de saison. 10 points à ses 5 derniers matchs, juste mini parenthèse. Là. Il est même, je pense, à 13 à ses 9 derniers matchs, un truc de fou. Ça a commencé à cliquer, surtout avec Brock Besser du côté de Marco Rossi. Donc, franchement, s'il y avait un joueur que vous pouvez ajouter en chase cette semaine, c'est Marco Rossi. Chase de la semaine, Marco Rossi. Faire la toute. Chase de la semaine, tout le monde capote, il a brisé le système. Chase de la semaine, c'est lui que je veux, c'est lui que j'aime. Fait que voilà, ça fait le tour et il nous reste nos gardiens de but. Écoute, je vais être bon joueur et je vais le prendre parce que c'est sûr que t'as pas le mien. C'est sûr que t'as pas le mien. C'est sûr que j'ai pas le tien. Non, je suis sûr que t'as pas le mien. OK. Non, si tu le prends, je flippe mon bureau. OK. Ben écoute, je suis allé avec Karel Vejmelka. Non, du côté, j'ai pas été là. Du côté du Mammouth de l'Utah. On en a parlé à quelques reprises quand même sur le podcast. Vraiment, en termes de joueurs, surprise cette saison. On doit lui donner à peu près toutes les fleurs possibles. Je pense qu'il est deuxième au niveau des victoires. Deuxième au niveau nationale. des victoires. D'ailleurs, Deuxième. C'est vraiment, vraiment, vraiment incroyable. 32 victoires, 18 défaites. Il est seulement qu'à point 899, donc en bas du 900, ce qui n'est pas vraiment génial, mais 31 départs de qualité, 57% de départs de qualité. Pour vrai, c'est excellent du côté de Karel avec le Mammouth, là. Avec le Mammouth, pour vrai, en plus. Et non, c'est vraiment, vraiment excellent. Je suis vraiment surpris. C'est une bonne prise même pour son salaire si vous l'avez choisi. C'est un gars qui vous a donné des victoires si vous étiez dans un pool à victoire seulement. C'est sûr que le côté pourcentage d'arrêt dans un pool de catégorie pouvait peut-être un peu faire mal. Il y a quelques matchs où il perdait quand même par 4-5 buts, mais c'est le gardien du côté du Mammouth. Il a eu à peu près le plus gros volume de la ligue, puis ça a vraiment payé parce que le Mammouth devient de mieux en mieux. Ils ont une meilleure défensive encore maintenant. Ils sont allés chercher Mackenzie Weegar. John Marino connaît une
correcte année en plus de manière offensive. Sean Durzi, Mikhail Sergachev, on est vraiment rendu assez solide là, du côté de l'Utah. Fait que Karel Vejmelka, pour vrai, peut-être encore une fois, shout-out à mon ami Justin là, qui l'avait recommandé en début de saison de mon côté. Je l'ai pris puis je suis bien Le content. parieur Le discipliné. parieur discipliné, on va lui donner. Si vous êtes intéressé par les paris, je sais que pour ma part, je ne parie pas, donc ce n'est pas ma tasse de thé, mais si vous aimez ça, allez le suivre, il donne des bons conseils. Le parieur discipliné sur Facebook et Instagram. Et Guillaume, de ton côté, du côté des gardiens de but maintenant. Est-ce que tu vas être surpris de savoir que j'ai sélectionné un gardien de but du Wild du Minnesota? Adam Banks is dying in Minnesota. J'ai été avec- Oui, quand même, je suis surpris. J'imagine que c'est Jesper Wallstedt. Absolument pas. Ah. Absolument pas. J'ai été avec Philippe Gustafsson pour 2 raisons, en fait. Puis je vais les expliquer. La première, c'est que Wallstedt est arrivé, il a été exceptionnel dans je veux dire, le premier quart de la saison. Il y a eu littéralement 7 victoires consécutives, des blanchissages à la pelle. Je ne me rappelle plus exactement le nombre, mais c'était trop pour ce qu'un gardien de but était supposé de faire normalement. Beaucoup de départs de qualité. Puis, ce qui devait arriver arriva. Il a ralenti. Depuis, là, si j'extrais cette portion-là de la saison, donc je veux dire, c'est 9 premiers matchs de la saison, il a seulement 50 de départs de qualité, Jesper Wallstedt. Une moyenne, là, par quart de saison, là, c'est 896, 890. Là, en ce moment, il est à 922 dans le dernier quart, mais il y a juste 5 matchs de jouer. Fait que clairement, il a ralenti. Et quand tu regardes du côté de Philippe Gustafsson, mais pour la saison, il est en haut de 60 il est à 63 de départ de qualité, ce qui est Hey, très, très bon. très bon. 69 l'année dernière. Il est à 26 victoires, mais en 44 départs. Donc, il pourrait facilement, lui aussi, avoir la trentaine si Wallstedt n'avait pas été tout feu, tout flamme en début de saison. Il a un pourcentage d'arrêt de 913. Il a un pourcentage d'arrêt l'année dernière de 914. En carrière, c'est 913. C'est quand même impressionnant. C'est vraiment, vraiment, il est au sommet de sa forme. 2,46 de buts alloués cette année. Là, depuis quelques matchs, on commence à alterner entre Gustafsson et Wallstedt. Clairement, on tente de reposer les gardiens là, pour les séries parce que quand ça comptait, c'est Gustafsson qui jouait la majorité des rencontres. Donc, je vais remettre à César ce qui revient à César. Là. Je pense que si Wallstedt n'était pas là, Gustafsson serait dans la discussion pour être sur le trophée Vézina avec Vasilevski. Il serait pas très loin. Malheureusement, il y a un deuxième gardien de but qui a été très présent. Il y a Sorokin aussi qui est quand même C'est ce que ma j'allais mention dire. honorable des gardiens. Là, mais bon, je sais pas, je trouve les Islanders tellement beige que je ne peux pas mettre Sorokin. Écoute, passons maintenant à la prolongation. Petite prolongation pour les mentions honorables. On a fait le tour de nos alignements. De mon côté, comme on a dit, j'avais Alex DeBrincat, Tage Thompson, Brian Ross, Brent Clark et Darren Radish comme joueurs avec Karel Vejmelka dans les buts. De ton côté, c'était quoi ton alignement? J'avais Cotter Gauthier, que je t'ai volé. Mika Zibanejad, qui était un joueur de cœur. Zach Hyman. Et à la défense, j'avais Gustis Bear, ainsi que Philippe Hronek et Philippe Gustafsson entre les poteaux, comme Cerbère. Pour la prolongation, comme je disais, on va y aller avec nos mentions honorables. On vous a teasé quelques petites mentions. Je vais te demander de faire une mention honorable, pas par position quand même, là, parce que ce serait un petit peu trop long comme prolongation, mais je voudrais que tu me nommes un attaquant, un défenseur, puis un gardien de but que tu as hésité à inclure pour cet épisode. Je vais commencer si tu n'étais peut-être pas prêt. Ben oui, vu vas-y. que- Oh, je suis prêt. Dans Toujours. ce cas-là, vas-y, je te lance la balle. Je vais aller avec mon attaquant. Mon attaquant que j'avais choisi comme mention honorable, c'est Troy Terry. Je ne l'ai pas pris parce que, bon, j'ai hésité entre Terry et Cotter Gauthier, mais bon, Gauthier, je savais que tu allais sélectionner, fait que ça m'a fait plaisir de te le voler. Mais Terry, c'est un autre joueur qu'on a parlé en début de saison en disant le jour où est-ce qu'il va décrocher de Ryan Strome, il va performer. C'est exactement ce qui est arrivé. Il a un rythme, de 84 points cette année. C'est plus qu'un point par match. Il est une bougie d'allumage vraiment pour les Ducks. C'est son plus haut total de points en carrière. Il joue du 18 minutes, il joue en avantage numérique. Malgré l'essor des jeunes de Seneca, de Gauthier, de Carson, Terry est encore vraiment le meilleur joueur des Ducks actuellement, ou du moins le plus performant en termes de points. Je pense que Leo Carson n'est pas très loin en termes d'utilité pour l'équipe, mais j'ai été avec Troy Terry. C'est comme un joueur que j'aime vraiment beaucoup, sans vraiment avoir aucune raison d'aimer ce gars-là. Outre le fait que, des fois, quand
tu regardes des statistiques, tu dis, il est en régression, c'est peut-être pas un très bon joueur. Il faut aller un petit peu plus loin. C'est pour ça que vous nous écoutez, je pense aussi. Mais je suis content d'avoir vu Troy Terry peut-être pas performer un point par match. J'avais peut-être pas ça sur mon bingo, mais de le voir revenir à un rythme de 70 points, c'était le minimum qu'on avait pour lui, puis il l'a surpassé. Fait que c'était Troy Terry, ma petite mention honorable pour les attaquants. De mon côté, pour les attaquants, j'ai décidé d'y aller, écoute, avec mon cœur, avec mon côté fan. I see that you're a Montreal Canadiens fan. Puis mon côté fan, je sais que tu voulais pas qu'on les inclue, des joueurs superstars, mais c'est la première année qu'il est une superstar. Nick Suzuki du côté des Canadiens de Montréal. Parce que tu m'as dit, ouais, mais attends, là, il a quand même fait 89 points l'année dernière. Ben il oui, c'est joue pas faux. toutes les games, fait que nécessairement, c'est sûr qu'il va être bon. Il est jamais blessé. Il est dans une équipe en ascension. Là, je nomme toutes les choses que tu m'as textées avant l'épisode. C'est vrai, c'est vrai. Ils ont toutes les raisons pourquoi j'avais pas le droit de l'inscrire dans mon alignement, mais j'ai pas le choix de lui donner la mention honorable. Il est 85 points juste maintenant en 69 matchs sur un pace de 100, sur un rythme de 101 points cette saison. On n'a jamais vu ça à Montréal. C'est la première fois qu'il atteint ce niveau de superstar. C'est un des meilleurs joueurs de la Ligue en avantage numérique. On a vu Wyatt Johnston mettre des buts contre les Canadiens en avantage numérique. Puis on pensait qu'il était bon puis qu'il était vraiment excellent. Puis quand j'ai regardé les statistiques puis que j'ai vu cette semaine que Nick Suzuki était dans la conversation avec du McDavid et McKinnon en avantage numérique, c'est tout. C'est tout. Ça aide de jouer avec un Cole Caulfield et Lane Hudson, remarque, là. Ça avec ne nuit Mr. pas. Saturday Night, mais genre, qui n'est pas Vladimir Tarasenko, by the way, fan du Wild. Je vous ai vu sur Twitter essayer de clamer le titre de Monsieur Saturday Night pour Vladimir Tarasenko. C'est non. C'est Monsieur Cole Caulfield à Montréal. Mais franchement, là, c'est ce trio-là des Canadiens, mais Nick Suzuki surtout. Là. Bravo. Sérieusement, il est vraiment incroyable. Je suis tellement content de mon vivant de voir une attaque comme ça, puis des joueurs comme ça, un capitaine comme ça à Montréal. Franchement, c'est ma mention honorable du côté des attaquants. Écoute, je vais faire mon fan pour une fraction de seconde. Ça m'arrive pas souvent d'être émotif. Ça m'arrive plus souvent qu'on pense, mais je trouve ça... j'ai la mi-trentaine et j'ai jamais vécu une équipe offensive de ma vie. Là, je comprends là, le Canadien va-tu faire les séries ou pas faire les séries? Là, je comprends que l'Est est très, très forte, mais nonobstant la course aux séries, écoute, des buts à la tonne, ça n'a aucun bon sens. Le match là, de samedi dernier, où c'est le tour du chapeau de Caulfield, j'ai pas souvenir d'avoir eu un franc-tireur avec... On a eu des Camilleri, des joueurs qui savaient marquer des buts. Kovalev, Pacioretty. Ouais. Pacioretty, bon, il marquait des buts, mais il y a quelque chose d'extraordinaire. Puis je vais ajouter ceci, puis on va clore là-dessus, mais tous ces gars-là ne sont pas à leur prime encore. Il n'y a pas un gars là-dedans qui a 27 ans. Il te manque encore des joueurs. Il te manque encore Michael Age, Alex Zarovski. Est-ce que Ryan Backer va pouvoir être un joueur dominant? C'est la première fois que je peux espérer vivre une Coupe Stanley, puis de dire on va être une puissance de la Ligue. C'est un super bon feeling, enfin, d'être fan du Canadien. On était patients. On a vécu la longue misère, mais même Jacob Fowler, on n'en parle pas parce qu'il est déjà dans le club, mais c'est quand la dernière fois que tu as eu des joueurs qui étaient perçus comme étant des numéros 1 à leur position, tous en même temps, tout ça avec un seul choix, un first au total qui est Slavkovski qui joue, c'est un power forward parfait, là, comme on parlait de Cotto Gauthier en début d'épisode, mais je sais pas. Je suis excité de dire qu'on a tout ça. Toutes les pièces sont là. Tu as le goal scorer, tu as le playmaker, tu as le power forward. Ils sont toutes là. On peut enfin choisir un joueur des Canadiens dans un pool en se disant j'y vais pas avec mon cœur, j'y vais avec ma tête. Puis mon cœur. Actuellement, j'en ai 4 dans mon équipe. Puis je peux pas les échanger. Je suis pogné avec. J'ai Demidov, Suzuki, Dobson. Je suis un peu coincé. Puis je viens d'aller prendre Jacob Fowler pour le gag. Mais voilà. Maintenant, mention honorable du côté des défenseurs. Je te laisse aller, encore une fois. Tu vas être déçu parce que j'ai été avec ma super vedette à mon tour, puis j'ai été du côté des Sénateurs d'Ottawa. Please not Ottawa, please not Ottawa. Je suis allé avec Jake Sanderson. Non. Je sais que tu as de la difficulté. Il est blessé, mais juste avant qu'il se... Justement,
Moi, j'avais pas vraiment prévu que Jake Sanderson devienne un joueur aussi productif offensivement. Là, il a quitté pour blessure. Il avait 48 points en 62 matchs. Il s'enlignait pour une saison de presque 65 points. J'avais pas vraiment ça sur mon bingo que Sanderson allait être aussi dominant. Euh, Puis, il a 23 ans, là, donc on l'a d'en face pendant encore 10 ans. Et il coûte 8 millions, ce qui est très peu cher pour un défenseur numéro 1 de ce calibre-là. Il est 6 pieds 2. Puis là, je ne veux pas partir un débat, mais si tu me donnes le choix entre Jake Sanderson et Lane Hudson, je vais vraiment me poser la question longtemps. Parce qu'un gars de cette shape-là, de cette grosseur-là, qui est à ce point-là, dominant offensivement, ça passe pas. Ça passe pas souvent. Je comprends que Lane Hudson est super offensif et qu'il va faire un point par match. Mais est-ce que un gars qui fait 60. Un défenseur numéro 1 qui fait 65-70 points, qui peut jouer en infériorité numérique, qui peut jouer à toutes les facettes de jeu, qui relance l'attaque, je pense que Jake Sanderson, il devrait, sous peu du moins, être dans la discussion pour le top 5 des meilleurs défenseurs de la Ligue. Et pour moi, c'est mon choix. Non. Comme je te dis, j'ai été émotif avec les Canadiens tantôt, mais là, c'est fini. Je reviens à la rationalité, puis je prends un gars des Sénateurs. J'haïs ça. J'ai envie de j'ai envie de j'exagère évidemment, mais écoute, j'ai même pas mis. J'ai vu le nom de Tim Stutzle un moment donné dans les centres que j'étais comme c'est vrai qu'il est bon, tu sais, il a quand même une bonne saison, il a quand même beaucoup de points. Jamais je pourrais l'inclure dans mes listes. Si on peut être passionné pour des joueurs à choisir des fois dans un pool, je suis passionné de ne pas choisir Tim Stutzle puis Jake Sanderson. T'as eu plus de joueurs que t'en aimes, je pense. Ah, non, quand même pas. Non, quand même pas, mais... Voilà, Toronto, Boston, Ottawa, c'est comme 10% de la Ligue que t'as eu. Boston, mais écoute, on l'a eu, on refera pas, on fera peut-être une autre prolongation, mais on a déjà eu ce petit débat-là de villes qu'on haït, entre de quel rival on haït le plus, entre Boston, Toronto et Ottawa, et je sais que Ottawa et Toronto, pour moi, sont rendus dans mon top 2 au lieu de Boston, qui a baissé. Puis d'ailleurs, ça m'amène à parler de ma mention honorable. T'as pas pris Boston pour ça. I hate the Boston Bruins. J'ai pris Charlie McAvoy du côté des Bruins de Boston. J'ai choisi Charlie McAvoy parce que, premièrement, l'homme de papier. Il est dans un de mes pools, mais depuis qu'il est revenu de blessure, pour vrai, en ce moment, il est à 24 points à ses 20 derniers matchs. Il est sur un rythme de 75 C'est ce qui conclut l'épisode. Non, mais arrête, là, non. Attends, faut que tu... si tu peux te parler de Jake Sanderson, je peux parler de Charlie McAvoy 2 secondes. On l'a tellement blasté parce que c'est vrai qu'il est fait en vert, puis il faut que vous fassiez attention. Il est juste toujours blessé. Non, il est toujours blessé, mais il a 53 points en 58 matchs, pace de 75 points cette saison, ce qui serait le meilleur rythme de sa carrière à Charlie McAvoy. Pour vrai, là, faut que j'y donne ça parce qu'il est vraiment excellent. J'étais allé le choisir dans mon pool dans mon pool de salarial parce que il a quand même un gros salaire à 9 quelques millions, mais je suis allé le choisir justement après sa blessure parce que plus personne le voulait parce que il était tout le temps blessé et il m'a fait ramener il m'a fait remonter mon classement assez rapidement. Merci cette saison, en cette fin de saison. Donc, Charlie McAvoy, mention honorable. C'était comme une super transition en plus avec ton Jake Sanderson. Fait que c'est vraiment génial. Et sinon, du côté des gardiens de but, ma mention honorable, on en a parlé la semaine dernière, c'est mon gardien préféré cette saison, c'est Scott Wedgwood du côté de l'Avalanche du Colorado. La seule raison pour que je l'avais pas inclus, je l'avais calé dès le début de la saison. Je pensais franchement qu'il était capable d'avoir de bonnes statistiques, même avec Mackenzie Blackwood. On en a parlé la semaine dernière, je ne passerai pas trop de temps, mais juste Scott Wedgwood, bravo. Il m'a fait malheureusement perdre mon pool de catégorie parce qu'il a connu un match cette semaine où il a accordé il a accordé 3 buts. 3 buts sur 8 tirs, en affaire de main. Il était 13,85 buts accordés techniquement sur sa fiche. Ça m'a fait perdre ma catégorie et ma semaine. Donc, je l'haïs, mais je l'aime parce qu'il m'a fait gagner toute la saison. Donc, merci Scott. Mais va chier pour cette fin de saison. Donc, c'est le match que j'avais besoin. Mais voilà, merci pour tes services rendus. On se reverra l'année prochaine.
Moi, je vais aller avec un gardien que tu adores. On va s'entendre sur celui-là, tu vas voir. C'est probablement ton gardien préféré en termes de nom de la Ligue nationale. Mais avant de te dire c'est qui, je vais te faire une comparaison de statistiques. Ce gardien de but-là, cette année, a gardé 43 matchs et son homologue, donc le gardien de but numéro 2, en a gardé 28. C'est quand même beaucoup. Il y a une fiche de 23 victoires, 11 défaites. Son homologue, 11 victoires, 10 défaites. Euh, aucun blanchissage pour les deux gardiens, quand même particulier. Aucun. Il y a une moyenne de buts alloués de 2,41, le gardien que l'on cherche. Le gardien de but numéro 2 de cette équipe-là a une moyenne de 3,28. Il accorde quasiment un but de plus par match. Wow. La moyenne de pourcentage d'efficacité en termes d'arrêt, il est à 908. Et l'autre, son homologue, est à 863. On parle d'une équipe de l'Est qui ne fera pas les séries éliminatoires. Et je vais te chanter le dernier indice. Tan, 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 tan. On parle de Dart Vader, Dan Vladar. Dan Un autre Vladar. surnom, ça. Un très bon d'ailleurs. Écoute, Dan Vladar a 72% de départ de qualité cette année. Hey, 72. 72. C'est plus que Vasilevski. C'est vraiment extraordinaire. Je comprends pas qu'il n'y a pas plus de départs, qu'on a donné autant de départs à Samuel Ersson. C'est incompréhensible parce que je pense que si ce n'était pas de ça, les Flyers seraient potentiellement en série ou seraient très, 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 très près de les faire. Il est vraiment là, dans une saison, il est tout feu, tout flamme. 28 ans comme gardien de but, c'est un gars qui a été aussi quand même très bon avec les Flames l'année dernière. Il y avait une moyenne de quasiment 900, le 898, ce qui est la moyenne de la Ligue, mais avec un départ de qualité à 56,7%. Je comprends pas pourquoi les Flames s'en sont débarrassés aussi rapidement. J'ai pas grand-chose de négatif à dire. Il est super constant depuis le début de l'année, qu'on regarde quart de saison après quart de saison. Ses moyennes de buts alloués, sa moyenne de pourcentage d'efficacité est pas mal assez stable. Moi, dans le Vladar, j'ai hésité à le mettre là, comme mon gardien de but, mais bon, il fallait que je parle de Gustafsson parce qu'il était aussi vraiment performant. Mais Vladar, avec 23 victoires, là, peut-être que d'ici la fin de la saison, il va franchir le cap du 25-26 victoires. Clairement, c'est un joueur qui va être dans mes sleepers l'année prochaine. Les Flyers n'ont pas une grosse équipe, mais avec les Flyers, il y a 23 victoires, 11 défaites, 7 défaites en prolongation. Il y a plus de victoires que de défaites, puis tu joues avec les Flyers de Philadelphie. Non, mais tu sais, il y a une raison pourquoi les Flyers sont compétitifs. C'est parce que Vladar fait le travail devant le filet. Donc, je lui lève mon chapeau. Puis, voilà. Dart, Vladar. Lui lève ton Mon, masque. Ouais, c'est ça. Je cherchais quelque chose, mais ça n'a pas bien viré. Bref, il manque de Stormtrooper en avant de lui, Darth Vader. Et vous, chers poolers, qui étaient vos joueurs préférés cette saison? Allez nous écrire en commentaire sur Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Écrivez-nous en DM si vous avez des questions pour votre fin de saison. Comme Guillaume l'a dit, on va vous répondre pour essayer de vous aider le plus possible. Merci Guillaume, encore une fois, pour cette belle saison. On va se revoir dans un autre épisode spécial. Merci vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on espère sincèrement qu'on vous a aidé à gagner votre pool cette année. Salut les poolers.